Bonjour à tous, je ne pouvais pas imaginer plus bel endroit, plus belle météo pour vous parler du matériel du ski de randonnée. Alors ce film se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, on va aborder le matériel et les différentes pratiques que l'on peut avoir avec ces différents matériels. Et puis dans un deuxième temps, ça sera plus un test sur le terrain. On va voir où en faire, comment, dans quelles conditions, parler un petit peu de la nivéologie, de la météo, enfin bref, tout un tas de choses tout à fait intéressantes. Donc ça sera dans la deuxième partie. Et puis ça vous fera un bon prétexte pour vous abonner. Allez, c'est parti pour ce film consacré au matériel de ski de randonnée. Alors déjà, il n'y a pas une pratique du ski de randonnée, mais il y en a plusieurs. On peut faire du ski alpinisme, c'est un peu la compétition, la course. Vous savez, ces fous furieux qui montent le plus vite possible, et non seulement ils montent, mais ils descendent également le plus vite possible avec un matériel très spécifique. Ça, c'est une première catégorie, on va dire. La deuxième catégorie, on va dire, c'est le ski de randonnée que tout le monde connaît, ou en tout cas tout le monde a entendu parler. Et puis la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle maintenant la free rando. Donc c'est peut-être quelque chose que l'on faisait déjà dans les années précédentes avec du matériel traditionnel. On a appelé ça le hors-piste, le freeride, enfin bref, il y a tout un tas d'appellations, mais avec une petite dominante montée et une grosse partie descente. Voilà un peu les trois grandes catégories. Alors il y en a une quatrième que je ne vais pas aborder ici, qui est la randonnée nordique, qui s'apparente un petit peu au ski de fond, mais avec des skis un tout petit peu plus larges, un petit peu plus solides. Donc ça, c'est une thématique que je ne connais pas bien, donc je ne vous en parlerai pas. Allez, on attaque tout de suite avec le premier volet, donc le ski alpinisme. Donc le ski alpinisme, pas très loin d'ici, juste sur ma gauche, là en face de nous, en face de la Tarentaise, dans le Beaufortain, vous avez une montagne mythique pour le ski alpinisme, la Pierrement. Alors j'imagine que si vous vous intéressez à ce domaine-là, vous connaissez déjà beaucoup le matériel, donc je ne vais pas m'étendre énormément. Alors il faut savoir que les skis sont extrêmement légers et les chaussures, je n'en parle pas. Vous avez à l'image quelques illustrations de ce type de matériel. Je vous mettrai également quelques liens pour ceux que ça intéresse pour aller voir sur des sites un petit peu plus précisément où trouver et quel type de matériel on utilise dans ces compétitions de ski alpinisme. Je peux vous assurer que c'est très agréable à la montée, on a vraiment l'impression d'avoir une paire de baskets aux pieds. Par contre, à la descente, c'est quand même beaucoup moins évident et là on est vraiment sur une pratique qui cherche à aller vite sans forcément prendre énormément de plaisir à la descente et avec un style parfois pas très académique. Alors voilà pour le ski alpinisme. Passons maintenant au ski de randonnée qui va certainement intéresser une grande partie d'entre vous. Là, on a du matériel un peu moins léger, bien sûr, mais qui se distingue quand même du ski alpin traditionnel par plusieurs aspects. Alors déjà, bien sûr, le poids, ils sont plus légers que les skis alpins traditionnels, ces skis de randonnée. Pour ma part, j'utilise des Rossignol Alpiner 86. Je les ai pesés à 1,750 kg exactement le ski monté avec les fixations Look ST10. La paire de Look ST10, c'est 740 grammes. Donc vous voyez que la paire de skis montés avec les leashes, les petits câbles qui permettent d'avoir la liaison entre les skis et les chaussures, je suis à 3,5 kg, ce qui est à peu près presque la moitié d'un ski alpin traditionnel qui est, lui, avec les fixations autour de 5 à 6 kg la paire. Alors la largeur au patin, c'est vraiment ce qui va caractériser l'enveloppe d'utilisation du ski. C'est ça peut-être le plus important. Certes, donc la longueur à peu près de votre taille, et puis en fonction de la largeur au patin que vous allez retenir, le ski sera plus à l'aise dans de la neige dure, dans de la neige poudreuse, dans du couloir, dans de la pente, enfin bref, on va essayer de voir un petit peu plus clair dans cette utilisation. Alors depuis de nombreuses années, depuis en fait l'avènement des skis de carving, on a des skis qui sont plus larges au niveau du patin. Ça va de 64 mm pour les skis de compétition, ça ce sont les normes FIS, la Fédération internationale de ski, jusqu'à 115, 120, 125, 130 mm. Donc là on est sur des skis extrêmement larges pour des conditions très particulières.
Pour le ski de randonnée, on va commencer pour les skis donc de ski alpinisme. On a vu ça tout à l'heure sur des largeurs qui vont aller de 70 à 85 à peu près. Donc vraiment déjà assez étroit. Et puis pour le ski de randonnée plus classique, moi je conseille toujours au minimum d'avoir 85 voire 90 mm de largeur au patin jusqu'à 95-100. Entre ces deux données, vous avez un ski qui reste assez polyvalent, qui ne va pas être trop handicapé sur de la neige dure, et puis surtout qui va vous permettre d'être très facile, très accessible dans de la neige poudreuse ou pire encore dans de la trafole. Alors qu'est-ce que c'est que la trafole? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la neige un peu croûtée, soufflée, enfin bref, c'est les conditions qui ne sont pas forcément les plus agréables et les plus faciles. Donc largeur au patin, personnellement, moi je prends très souvent des skis compris entre 90 et 95 mm. C'est pour moi le meilleur compromis, ce qui permet d'avoir un ski qui tient encore sur de la neige dure, qui me permet de faire du couloir, de la pente raide et qui est relativement facile dans de la neige poudreuse. Il m'arrive de temps en temps de prendre des skis un petit peu plus larges. Bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs paires de skis, mais ça reste plus occasionnel lorsque les conditions s'y prêtent et que la neige est vraiment très poudreuse, mais c'est assez exceptionnel. Alors pour les chaussures en ski de randonnée, on est sur des chaussures qui vont peser entre 2 kg et 2,5 kg la paire à peu près. J'en ai eu plusieurs, j'ai eu des Scarpa, j'ai des Atomic en ce moment, dont je suis très content. Ce sont des chaussures, il faut le savoir, qui sont quand même assez nettement plus chères que des chaussures alpines traditionnelles. Pour des bonnes chaussures, on va compter entre 400 et 700 €, donc là on est quand même sur des budgets conséquents. Moins cher quand même que les chaussures de ski alpinisme très légères qui font 600-700 grammes, puisque là on est entre 1500 et 2000 € la paire de chaussures, et oui, c'est presque des prototypes. Mais donc sur des chaussures de ski de randonnée plus classiques, on peut trouver, il y a souvent des soldes fin janvier, on peut trouver des paires aux alentours de 350-400 € qui vous donneront certainement beaucoup de satisfaction. Troisième catégorie, le free rando. Alors qu'est-ce que c'est que cette appellation de free rando? Eh bien c'est moi ce que j'ai toujours fait depuis tout gamin, c'est découvrir les à côté des pistes, pas forcément très loin, avec parfois une petite marche ski sur l'épaule quand on n'avait pas le matériel adéquat, et puis on allait se balader un petit peu là où il n'y avait pas de traces, là où on pouvait s'amuser un petit peu en dehors du domaine traditionnel. Les anglo-saxons, comme d'habitude, ont redécouvert cette pratique et nous l'ont renvoyée bien gentiment quelques années après avec une appellation contrôlée d'origine. Donc free rando, le matériel est un peu plus lourd que le matériel de randonnée classique, avec des skis qui vont être aux alentours de 3 kg à 3,5 kg la paire. Sont quand même moins lourds que des skis alpins traditionnels. La largeur au patin, alors là on est plus large, on est on va dire à partir de 90-95 mm jusqu'à 110, 115 voire 120 mm, mais là ça commence vraiment à être très large et difficile à utiliser sur de la neige dure. Mais je vais dire que la moyenne ça va être aux alentours de 95 à 110 mm. Et il y a une particularité, ce sont les fixations. Alors dans les deux précédentes catégories, on avait des fixations à insert, légères, mais avec parfois des conditions de sécurité pas forcément complètement identiques à des fixations de ski alpin, en particulier sur les fixations ultra légères du ski alpinisme. Il faut savoir que ces fixations-là n'ont pas du tout de sécurité et ne débrayent pas en cas de chute. Voilà. Pour les gens un peu lourds comme moi, c'est pas forcément un problème parce que bien souvent, soit on arrache la fixation, soit on déchausse, on perd le ski. Mais il faut savoir quand même que ça peut rebuter certains d'entre vous. Les fixations à insert prévues pour le ski de randonnée, avec la possibilité de mettre un stop ski, non pas un leech, là donc le petit fil qui relie le ski à la chaussure. Donc cette fixation plus traditionnelle de ski de randonnée a un stop ski, a une butée arrière qui permet un débrayage et donc en cas de chute va vous permettre donc de déchausser, il faut le savoir. Et en free rando, on a des fixations qui s'apparentent beaucoup plus à des fixations de ski alpin traditionnelles, mais en plus léger. Alors là, il y en a une
moi, que je vous recommande chaudement, qui à mon sens est supérieure aux autres, c'est la Shift de Salomon, enfin Salomon Atomic. Vous savez que les deux marques collaborent, ou en tout cas appartiennent au même groupe et produisent souvent les mêmes choses avec des appellations un tout petit peu différentes. Donc là, c'est une fixation qui a des caractéristiques pratiquement alpines, on peut déchausser en cas de chute, on peut débrayer avec des inserts mixtes, donc on a à la fois une mâchoire à l'avant pour des chaussures alpines et une mâchoire qui se transforme pour avoir un insert et donc mettre des chaussures de randonnée plus spécifiques sur cette même fixation. Ça se fait très facilement et en plus elle est plus légère que les fixations alpines traditionnelles. Il existe également d'autres modèles chez d'autres marques qui s'apparentent un peu à la même conception que la Shift. Il faut savoir aussi qu'il existe d'autres fixations qu'on appelle des fixations à plaques, donc qui présentent des caractéristiques intéressantes parce qu'elles permettent d'utiliser des chaussures traditionnelles. Vous pouvez garder vos chaussures alpines, donc ça peut être une bonne façon de commencer le ski de randonnée. Et puis elles ont aussi une très grande sécurité, la même sécurité que des fixations alpines. L'inconvénient, parce qu'il y en a toujours un, bien sûr, c'est le poids. Elles sont très très lourdes. Moi, j'ai une paire de Look comme ça, et ouais, ça pèse vraiment un âne mort. Et là, on a la possibilité d'avoir des skis qui, lorsqu'il y a des très grosses conditions de poudre et qu'on a besoin de faire une petite approche, eh bien on peut le faire, même si on monte un peu moins vite qu'avec le reste du matériel. Par contre, à la descente, alors là c'est régal, et là on peut se permettre d'envoyer des gros sauts, on peut se permettre des grandes vitesses, donc là c'est une pratique vraiment pure free rando qui est vraiment agréable. Donc voilà pour les skis et les fixations et les chaussures. Alors les chaussures, si, les chaussures de free rando, bien sûr. Alors là, on s'apparente beaucoup plus à des chaussures alpines, là aussi, avec un poids un petit peu moins conséquent, mais pas beaucoup moins. On va dire que c'est des chaussures qui vont être entre 2,5 kg et 3 kg, 3,2 kg la paire. Elles ont quoi comme caractéristique? Alors déjà, un flex supérieur. Alors c'est quoi le flex? Eh bien c'est la mesure de flexion, de force qu'il faut pour faire fléchir les chaussures vers l'avant. Le flex, généralement les chaussures traditionnelles alpines pour le grand public, on va dire que c'est entre 70 et 110, c'est l'indice qui est retenu. Pour les chaussures plus de compétition, on est entre 120, 130, et puis ça monte beaucoup plus haut, 150, 180, 200 pour certains coureurs. Les chaussures de randonnée plus classiques ont un flex qui est assez faible, souvent entre 70 et 80. Par contre, les chaussures de free rando, elles offrent un flex qui peut être à 110, 120, voire 130. Donc là, on retrouve des caractéristiques de flexion pour des skieurs costauds qui ont envie un peu d'envoyer des caractéristiques semblables, une fois de plus, aux chaussures alpines. Le prix de ces chaussures free rando, eh bien, on est autour de 500, 600 € à peu près. Ça reste plus cher que des chaussures traditionnelles. Bon, j'imagine qu'on surfe un petit peu sur la vague pour les constructeurs. C'est un marché de niche qui est en train de se démocratiser, qui est très demandé. La production jusqu'à ces dernières années n'était pas forcément d'aussi grande série que sur les chaussures alpines. Donc bref, tout cela explique des prix quand même assez conséquents. Voilà, on a fait un peu le tour du matériel dans les trois grandes catégories, le ski alpinisme, le ski de rando traditionnel et le free rando, à la fois au niveau ski, fixation et chaussures. Vous allez me dire, on a fait à peu près le tour. Et non, il reste encore plein de choses à voir. Alors, dans les choses un peu accessoires qui pourraient paraître ridicules d'évoquer, il y a les bâtons. Eh bien, détrompez-vous, il y a plein de choses à dire sur les bâtons. On continue, donc je vous disais les bâtons. Les bâtons, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime beaucoup les bâtons d'Alain. Je ne suis pas sponsorisé du tout, je les ai achetés comme vous, au même prix. C'est un artisan qui fait ça dans la vallée de Chamonix et il fait des bâtons en aluminium. Et j'adore ces bâtons, pourquoi? Parce qu'ils ont toutes les caractéristiques que j'aime bien. Alors déjà, ils ont une rondelle grande, très très important bien sûr, il faut pouvoir s'appuyer dans de la neige poudreuse, donc grande rondelle, et une rondelle qui se dévisse et qui se visse, que l'on peut changer facilement.
Ensuite, ils ont un corps de néoprène qui recouvre le bâton sur une très grande longueur. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en dévers, vous allez avoir un bâton qui va être relativement haut à prendre comme ça sur le côté dans la pente, et puis l'autre en bas comme ça. Donc il faut pouvoir le tenir sur ce néoprène dans cette grande longueur sans qu'il y ait un moment le gant ou la main qui revient sur l'aluminium parce que ça glisse et c'est froid. Donc voilà. Ensuite, ils le vendent sans dragonne. Alors moi, je fais partie des gens qui ne mettent jamais leur dragonne. Ça d'ailleurs faisait hurler mes entraîneurs lorsque je courais. Alors en randonnée, c'est vrai que moi je ne conseille pas de mettre les dragonnes parce que on est amené à aller par exemple en forêt où là la dragonne, le bâton peut s'accrocher dans des branches. Également lorsqu'on est pris dans une coulée, eh bien, les bâtons peuvent assez rapidement vous empêcher soit de déclencher, soit éventuellement de surnager un petit peu dans la neige. Enfin bref, c'est aussi un problème ou de vous empêcher de vous déchausser relativement rapidement. Donc voilà, je ne suis pas très partisan des dragonnes. Voilà pour les bâtons. Ah si, encore une petite précision, vous savez qu'il existe des bâtons télescopiques. Alors vous allez me dire c'est très pratique, on les met exactement à la bonne longueur et on les fait varier en fonction des conditions. Oui, c'est vrai, mais je trouve que ce sont des bâtons qui sont un peu plus fragiles. Cette possibilité de les agrandir, cette liaison, cette fixation entre les deux parties est une source d'ennui. La plupart du temps, je les ai vus casser plus rapidement que des bâtons sans cette possibilité d'agrandissement et cette petite charnière de deux parties. Alors les bâtons, c'est fait. Maintenant parlons des pots de phoque. Alors les pots de phoque, il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus des pots de phoque. D'ailleurs moi j'en ai jamais vu, je ne sais même pas si on a utilisé à un moment des pots de phoque. Là, si certains d'entre vous l'ont fait, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi pour ma part, malgré ma très longue expérience, j'ai jamais utilisé de pots de phoque. On utilise maintenant trois types de matériaux, enfin des mélanges. Le premier c'est du mohair. Alors le mohair traditionnellement, vous savez le mohair c'est une chèvre. C'est une chèvre avec un poil assez long. Ce sont les peaux qui glissent le mieux. Ça, c'est un gros avantage. Par contre, elles ont aussi quelques petits inconvénients. Sans ça, il n'y aurait plus qu'un seul modèle. Donc, le mohair, ça s'use plus vite dans l'utilisation. Il faut les changer plus fréquemment. Et puis, il faut aussi les entretenir. Elles ont tendance à botter. Botter, ça veut dire qu'on a de la neige qui colle sous la peau. Donc, il faut parfois les farter. Ou en tout cas, il y a des produits pour éviter que ça colle trop. Et puis elles sont un petit peu plus sensibles également au phénomène d'humidité et de moisissure si on les laisse dans le placard sans les faire sécher. Ensuite, il y a la synthétique pure. Alors la synthétique, elle va avoir toutes les qualités inverses de la mohair, c'est-à-dire qu'elle va s'user beaucoup moins vite, elle est plus résistante. Elle a un grip un peu moins important, donc l'anti-recul est peut-être un petit peu moins fort que de la mohair pure. Et puis surtout, alors au niveau glisse, c'est une cata. Alors, je ne vous conseille pas du tout les synthétiques parce que là, franchement, si on a un petit replat à faire ou même en montée, vraiment, ce sont des peaux qui ne glissent pas du tout. Donc, je pense plutôt à éviter. Et puis ce que je prends moi maintenant le plus régulièrement, ce sont des mixtes, un mélange de mohair et de synthétique. Généralement je prends plutôt 70% de mohair et 30% de synthétique ou 50-50 suivant les cas. Et là on arrive à avoir les qualités à la fois du mohair et du synthétique, c'est-à-dire ce sont des peaux qui glissent quand même relativement bien, qui s'usent un peu moins vite et qui ne sont pas trop exigeantes au niveau de l'entretien. Encore un petit point quand même au niveau du matériel, il y a lorsque la neige est très glacée et que la pente est un peu forte, il y a besoin de mettre ce qu'on appelle des couteaux. Alors les couteaux, ce sont en fait deux parties en métal qui viennent recouvrir votre fixation. Le modèle est spécifique à la largeur de vos skis et à votre fixation, donc il faut bien choisir les couteaux en fonction de votre matériel. Et puis les couteaux vont permettre d'accrocher, de pénétrer la glace de façon à ne pas avoir ce phénomène de dérapage latéral, voire même de recul lorsque la neige est très glacée. Donc voilà, les couteaux, c'est pas lourd, on peut l'avoir dans le sac assez facilement. Alors personnellement, c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup. La plupart du temps, je préfère mettre des crampons dans le sac si je sais que je vais avoir des conditions glacées. Et à ce moment-là, j'enlève les skis, je préfère monter en crampons.
Moi, je me sens plus en sécurité avec des crampons qu'avec des couteaux. Mais bon, il y a des petites parties glacées comme ça qui peuvent être montées avec des couteaux et ça peut toujours être assez intéressant. Alors on a presque fait le tour, mais il reste quand même un équipement qu'il ne faudrait pas négliger, ce sont les vêtements. Alors les vêtements, moi je fonctionne beaucoup avec le principe 3 couches, un sous-vêtement très respirant, près du corps, à la fois collant et un t-shirt à manches longues la plupart du temps. Une deuxième couche qui va être une couche plus chaude, typiquement ça va être une polaire, que je vais mettre par-dessus le t-shirt. Et puis au niveau des jambes, un pantalon qui peut s'ouvrir très largement sur le côté, relativement respirant lui aussi, mais assez résistant pour à la fois ne pas se déchirer si on doit faire une petite partie d'escalade ou en particulier au niveau des chaussures, lorsqu'on met les crampons, il faut vraiment veiller à ce que l'intérieur du pantalon soit très renforcé pour éviter de le déchirer trop vite avec les crampons. Donc voilà les caractéristiques pour le pantalon. Et puis pour le haut, donc la deuxième couche, une polaire si possible qui peut s'ouvrir là aussi le plus possible. Et une troisième couche, généralement, moi c'est plutôt doudoune parce que c'est quelque chose de très léger qui se compresse très facilement pour mettre dans le sac, parce que quand on monte, on a très vite chaud, y compris quand il y a des températures négatives. Il m'arrive très souvent de monter en t-shirt, même s'il fait 0, -5. S'il n'y a pas de vent, on a très vite chaud. Et donc je mets les autres vêtements dans le sac, et le sac il est déjà bien plein, parce que il y a forcément une gourde, une petite corde, un crampon, et puis malheureusement ou heureusement, pas mal de matériel pour faire des images, donc un drone, une ou deux caméras, une prise de son, bref, j'ai souvent des sacs bien remplis. Donc la doudoune en plume, j'insiste en plume, elle a beaucoup de caractéristiques intéressantes, elle est très compressible, donc elle ne prend pas de place dans le sac, elle est très légère et en plus elle tient vraiment chaud. Donc voilà. Voilà au niveau des vêtements ce que je peux prendre. Si quand même, les gants, alors les gants, j'ai souvent des gants très légers, moi je ne crains pas beaucoup le froid. Après vous pouvez avoir une surmoufle que vous allez mettre à la descente s'il fait vraiment une température plutôt froide. Et je conclurai cette longue énumération de matériel par l'équipement de sécurité. Toujours bien sûr le principe plus de sécurité possible. Alors vous connaissez bien sûr maintenant l'appareil de recherche de victimes d'avalanche, l'ARVA, appelé aussi DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Donc ça, indispensable, tout le temps, quelles que soient les conditions. Moi je l'ai toujours sur moi et allumé, qui permet à la fois de me faire détecter si je suis pris sous une coulée et surtout de rechercher également si je vois des personnes qui sont ensevelies devant moi. Et puis aussi, souvent, pour pas dire presque tout le temps, le sac airbag qui me permet de déclencher les ballonnets et rester en surface, là aussi, si on est pris dans une coulée. Alors il viendra une deuxième partie complémentaire à ce premier film qui parlera plus des conditions de pratique en montagne ou faire du ski de randonnée, quelles sont les conditions de neige auxquelles il faut faire attention, quels sont les secteurs les plus intéressants, quand en faire dans la saison, enfin bref, il y aura beaucoup de choses. Et puis entre-temps, il y aura quelques films qui vont vous permettre d'avoir quelques images à vous mettre sous la dent ou sous l'œil, comme vous voulez. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très vite, à très bientôt, avec toujours autant de plaisir de mon côté à produire ces images. Et puis soyez prudents et allez vous amuser en montagne. Ciao!